Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le lundi 10 février 2025, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos. Bon, on a vraiment eu là sur les derniers jours, les gars, vous allez voir les bougies, les 4 dernières bougies qu'on a eues sur BTC. C'est trop bizarre. Genre vraiment, c'est juste les mêmes clôtures de lit avec des grosses mèches. Donc on a vraiment eu pas grand chose qui s'est passé depuis la dernière vidéo. C'est pour ça que je vous ai pas refait de vidéo depuis. On a quand même eu quelques altcoins, je vous ai montré dans la dernière vidéo, qui ont fait quelques perfs. Vous allez voir qu'on a IMO, les gars, qui est en train de partir super fort et en train de se super former le marché. C'est assez ouf à voir. On a aussi le Mates que je vous avais montré qui était un peu remonté et là il est en train de faire une deuxième bottom, donc super intéressant. Donc on a quelques altcoins qui commencent à être intéressants malgré l'énorme claque qu'on s'est pris la semaine dernière. Personnellement, les gars, j'y crois toujours, c'est-à-dire que je crois toujours à ce bull run, même si bon, BTC est assez haut, je crois toujours au fait que les altcoins vont performer et qu'on va avoir enfin une altcoin season qui va arriver au bout d'un moment. Même si la question, voilà, le plus dur, c'est de savoir quand exactement. D'ailleurs, je vais vous montrer un peu, j'ai une petite théorie par rapport à quel narratif devrait en priorité performer avant les autres en fait. Et c'est une sorte de cycle qu'on avait déjà vu là au début de ce bull run et qui peut clairement se reproduire là pour le prochain petit cycle des altcoins qui pourrait arriver. Bon, mis à part ça, sur BTC, on a eu le croisement bearish là sur le MACD en weekly, donc ça plutôt moyen. Et vous allez voir qu'on a une compression là de plein d'indicateurs différents. On a le ruban de mode mobile qui est juste au-dessus de nos têtes, qui nous compresse au niveau de la volatilité. Et surtout, on a, vous allez voir, des nouveaux ordres de vente qui sont positionnés sur BTC. Juste au-dessus de nous, qui sont assez balèzes. Du coup, il va falloir vraiment aller liquider un maximum de shorts pour aller péter ces ordres-là. Ça va pas être facile et du coup, voilà, on va les voir un peu ensemble. Les zones clés, regardez. Voilà un peu pour le topo. On commence directement sur Twitter. Alors déjà, on a eu quelques dingueries. Déjà aujourd'hui, on commence fort. Alors ça fait beaucoup moins de bruit que ce qu'on a pu avoir au niveau US avec Trump et son même coin Trump, mais c'est dans la même trempe, c'est au niveau du token CAR, C-A-R, qui est en rapport avec la République centrafricaine, qui lance du coup son même coin officiel de la République centrafricaine, qui s'appelle du coup le CAR. Donc c'est assez lunaire, surtout la vidéo de présentation, les gars, elle m'a fumé de rire. Regardez ça. Les gars, c'est le président, regardez l'arrière décor. Bon, c'est pas les États-Unis, je sais pas ce que c'est, ces plantes et tout, on dirait que c'est du fake. Et derrière, regardez, c'est trop drôle. Le changement de caméra, moi, il me fume des rires. En fait, toutes les 30 secondes, vous voyez, il change de plan à droite, à gauche, au milieu. Bref, c'est trop bizarre. Assez étonnant d'annoncer un même coin comme ça. Et oui, c'est en fait, c'est un peu la suite logique où en fait Trump voilà, valide le fait que lui il lance son même coin, il s'en fout. Et bien en fait, si vous voulez, vous avez tous les autres pays qui vont être légitimes à lancer leur même coin, vu que vous avez le plus gros pays au monde qui l'a fait en fait. Du coup, vu que Trump a lancé son même coin, bah, tout le monde maintenant est légitime de le faire parce que voilà, Trump c'est voilà, le président des États-Unis, et du coup le plus haut que tu peux avoir entre guillemets dans la société. Bon, du coup, forcément, vous en doutez, hein, le token, bon, il a juste été annoncé comme ça, sans vraiment de but derrière, donc forcément, ça fait un gros shitcoin, ouais, boum, ça a pété à je ne sais pas combien, je crois 600 millions, 700 millions de market cap, et je crois pas qu'on a atteint le milliard, et derrière, boum, ouais, on redescend tout, et on s'est repris voilà, d'une grosse correction de moins 87%. Là, les gars, je suis en 1 heure, hein, donc c'est-à-dire en quelques heures, et là, on fait un rebond, mais en fait, ça risque de faire exactement comme le token Trump au final, vous voyez, qui a juste fait un énorme pump au début, et qui est complètement redescendu. Et en fait, il faut vous dire que imaginez déjà le token Trump, donc voilà, le token, le même coin le plus gros qu'on peut avoir au monde, enfin qui est lancé par la personne la plus mis en avant actuellement dans la société, et ben on se trouve avec un token quand même qui a fait un énorme pump and dump et qui revient tout en bas. Donc en fait, n'importe quel token qui va être lancé, enfin même coin qui va être lancé là, la République centrafricaine ou alors d'autres pays, ça va faire exactement le même schéma, c'est-à-dire que ça va pump très fort et ça va redescendre très fort. Donc il faut faire attention à ça. Et en fait, tant qu'on n'aura pas d'utilité qui vont être apportées au token, en fait le token servira à quelque chose, on aura je pense toujours ce même schéma par rapport à ce genre de même coin quoi, qui vont être lancés par les gouvernements. Et là on a eu la République centrafricaine, et si en fait d'autres gouvernements voient que la République centrafricaine a pu récupérer de l'argent grâce à ce même coin, il va y avoir d'autres pays qui vont faire je pense pareil. Et on continue tiens, avec Macron qui nous annonce une petite nouvelle les gars au niveau de l'IA. Bonne nouvelle, les entreprises françaises et étrangères annoncent 109 milliards d'euros d'investissement en France dans l'IA. Donc j'attends de voir comment ça va se matérialiser, ça, parce que 109 milliards, ça fait quand même une belle somme, mais c'est sur voilà, plusieurs années, à voir vraiment comment ça se met en place, hein, parce que je sais plus qui avait dit en France que la France était la Startup Nation, un truc comme ça, mais en fait, c'est bon, en réalité, ça n'allait pas vraiment, parce que ce qui est dit en théorie par les politiciens, et ce qui est réellement mis en place concrètement pour développer un maximum l'IA, développer un maximum les cryptos ou les startups, c'est très très différent, surtout quand tu vois que ils ont voulu passer une loi où ils veulent mettre la TVA, je crois, je sais plus ce que c'est, la TVA à 25%, un truc comme ça. Je sais plus, enfin, un impôt à mettre qui était à partir de 80 000 euros de seuil en fait de revenus, enfin de chiffre d'affaires, et qui est maintenant à 25 000 dollars enfin 25 000 euros pour les micro-entreprises. Et ça, c'est débile de faire ça parce qu'en fait, ils vont récupérer peut-être quelques centaines de millions d'euros en impôts, mais derrière, ils vont tuer toutes les micro-entreprises qui essayent de s'en sortir par rapport à ça, quoi. Donc c'est trop dommage. Et du coup, ça fait un peu un contre-discours. Après, ce qui est cool, je trouve, c'est que on a quand même la France qui se positionne
en mode bon, l'IA, ça va péter, vas-y, on va essayer de se positionner. Bon, même si on le fait mal, on va quand même essayer de se positionner en faveur de l'IA, quoi. Et ils ont pas un discours comme les cryptos où ils sont en mode non, les cryptos ça n'existe pas, c'est de la merde. Et voilà. Donc bon, c'est déjà ça de prix, c'est déjà pas mal. Maintenant, reste à voir comment ça va se matérialiser là dans les prochaines années. En parlant des IA, les gars, dans les cryptos plutôt, vous voyez, on a eu le failing, c'est-à-dire que plein de gens disent que en fait on a fail, c'est-à-dire que les IA, les crypto IA ont fail, mais en fait, regardez, on est sur seulement 32%. 32% de min share. Et là, en fait, on voit un peu ouais, toutes les classifications qu'on a. Donc, oui, on a l'IA qui est ici, la DeFi qui est là, les mêmes, Gamify, RWA, EVM, etc. Et on voit que l'IA est quand même à 32% donc, de la place qu'elle prend dans le secteur des altcoins. Oui, on a la DeFi à 13%, les mêmes qui sont quand même à 10%, mais ça fluctue énormément, en fait, suivant le narratif qui est à la mode ou pas. Et ces pourcentages-là, ils vont forcément pas mal changer dans le bull run. Et en fait, le but, c'est de savoir à quel moment le narratif va péter. Et souvent, en fait, on a tendance à courir, je l'ai déjà expliqué, mais à courir après narratif. C'est-à-dire quand vous avez le narratif de RWA qui pète, et ben vous dites ah putain, en fait, c'était RWA, il y a toutes les bonnes raisons du monde qui arrivent, comme quoi il fallait investir dans RWA, et donc t'investis dans RWA, mais un peu en retard, qui fait que au final, tu arrives sur la fin de la hype et ça retombe. Et ensuite, tu as un nouveau qui arrive, donc tu as le dépine, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la plupart des gens courent après ça. Mais c'est un peu ce qui nous arrivait au final pour les agents IA. Moi, j'étais quand même rentré sur les agents IA en mois de décembre, qui n'était pas forcément le bon moment parce que ça avait fait une petite perf au début, mais après, c'est pas mal redescendu. Mais ouais, actuellement, par exemple, rentrer sur tout ce qui est alors, agent IA, c'est compliqué parce que, en fait, tu sais pas quel agent IA va réussir à performer dans le temps. Et en fait, même les agents IA qui sont montés à plusieurs milliards de capitalisation, ils sont très vite redescendus parce que tu en as des nouveaux qui arrivent qui vont apporter de nouvelles choses. Par contre, investir dans les infrastructures d'IA, donc comme par exemple on a avec Virtuals pour créer les agents IA ou même Mates, Mohamed que j'ai montré récemment, ça je trouve que c'est un peu mieux. Mais là, je pense que, vous voyez, IA, etc., c'est pas forcément la narrative qui va péter en premier quand les altcoins vont remonter. On a plus vu que quand en fait on a eu donc la première phase des altcoins qui est montée là vers décembre, alors, c'était assez léger, mais on a quand même eu une petite phase des altcoins qui était intéressante pendant plusieurs semaines. Et ben en fait on a eu plutôt un cycle, j'ai l'impression, où c'est plutôt les RWA d'épines qui ont marché au début. Ensuite DeFi, ensuite on a eu les mêmes aussi qui étaient un petit peu avant et puis qui sont revenus après, et ensuite les IA. Et ça ne m'étonnerait pas en fait qu'on refasse ce cycle et que là, vous voyez, par exemple RWA d'épines, ça fait super longtemps qu'on les a pas vus péter, et ça ne m'étonnerait pas que quand les altcoins se relancent, ce soit plutôt ces secteurs-là, ces narratifs-là qui reprennent la hausse. Donc RWA, tout ce qui est en lien avec donc les real world assets, comme on a par exemple avec IMO, avec ATR par exemple, donc ils sont liés à un vrai actif en fait réel dans la vraie vie, et en fait on lie ça à la crypto. Donc on va voir, il y a aussi le FHE que je surveille pas mal au niveau de la sécurité, alors je sais pas comment je peux appeler ça, mais les données cryptées en fait qui marchent plutôt pas mal. Il y a Privacy qui est dans le lot, il y avait aussi Zamma si je me trompe pas, qui sont intéressants. Donc ça c'est à surveiller parce que ça n'a pas encore trop pété. Tiens, autre stat au niveau de Bitcoin, super intéressant celui-là je trouve. Regardez, c'est le nombre de Bitcoin, les gars en gris, le nombre de Bitcoin qui a été miné depuis 2025. On est à 16 200 bitcoins. Et ça, les gars, c'est le nombre de bitcoins achetés par les ETF depuis 2025, donc depuis genre 2 mois. On est à 56 000, ça veut dire que on a eu genre 3-4 fois plus de bitcoins qui ont été achetés par des ETF en 2025 que de bitcoins minés. Donc ça, c'est ouf. Et ça monte un peu la pression acheteuse là qu'on a à part des institutionnels, des ETF, qui est assez impressionnante par rapport à ce qui est apporté en fait sur le marché en termes de Bitcoin. Et donc forcément, ça c'est l'offre et la demande, hein, et ça fait que ça tend à que BTC va monter à long terme, quoi. Si on garde bien sûr ce rythme-là d'acheter plus de BTC qu'il en est produit. On continue, tiens, avec Solana. On n'en parle pas souvent de Solana, mais c'est vrai qu'au niveau de la blockchain, les gars, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu une interruption sur le réseau en fait. Parce que souvent, le problème, je m'en souviens qu'on avait, et c'est pour ça moi j'étais assez réticent de base sur blockchain Solana en 2020, 2021, 2022, c'était que, même 2023, c'était que le réseau tombait souvent en panne quand même. Et on avait assez régulièrement, quelques fois, tous les trimestres, tous les mois qui tombaient en panne. Peut-être pas tous les mois, mais plusieurs fois par an. Et c'est vrai que là, la dernière panne du réseau, elle remonte au 6 février 2024. Donc ça fait plus d'un an que le réseau n'a pas été en panne. Et c'est vrai que comparé à d'autres blockchains, comme par exemple à Ethereum, qui est beaucoup plus sécure, beaucoup plus décentralisé, Solana, malgré qu'ils ont cette réputation de tomber un peu plus en panne, ils ont quand même apporté un truc sur le marché que les utilisateurs approuvent, que les utilisateurs veulent en fait. D'avoir une blockchain qui est rapide, efficace, pas chère, et pour l'instant c'est ce qui domine le plus pour ce bull run. Ensuite, tiens, retour sur un petit tweet que j'avais fait le 18 décembre. Alors là c'est intéressant parce que je vous avais partagé un peu mon avis par rapport à janvier, où j'étais un peu plus bearish sur Bitcoin, mais pas forcément sur les altcoins. Enfin aussi, mais pas autant que ce qui s'est passé. Et surtout, je vous montrais l'erreur que j'ai fait, qui est donc d'avoir réussi de prendre des profits, donc ça c'est bien, mais d'avoir
trop investi trop vite sur le marché et de ne pas avoir attendu une assez grosse correction pour vraiment rentrer. Et je crois que c'est ça ma plus grosse erreur. En gros, oui, le 18 décembre 2024, je vous expliquais que moi, je partageais plutôt l'avis de Arthur Hayes. Donc, c'était un gars qui disait que pour lui, on risquait d'avoir au mois de janvier plutôt une correction sur BTC et pas une hausse comme c'était attendu par la plupart du marché. Pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, bon, c'était le fait que l'investiture de Trump était juste trop pricée. Et en fait, tout le monde attendait l'investiture de Trump en mode « Oh, janvier, ça va péter ce qu'il y a l'investiture de Trump ». Mais c'était buy the rumor, sell the news, classique. Et aussi, la deuxième chose qui était assez difficile, c'est que les particuliers surestiment la rapidité des changements politiques de Trump à mettre en place pour Bitcoin. C'est un peu comme le Salvador qu'on avait eu en 2021, c'est un peu le même exemple. Et aussi, le dernier point, c'est que ce cycle est en avance, les gars, comparé au dernier cycle. C'est vrai que la dernière fois, en décembre 2021, ouais, le Bitcoin était à son ATH à 20 000 dollars. Donc c'est comme si là, en décembre, on était à 70 000 dollars à l'ATH de 2021. Et en fait, au lieu de 70 000 dollars, on a 108 000 dollars. Du coup, on est beaucoup plus haut, en fait, que ce qu'on devrait être en termes de temporalité. Donc c'est pour ça aussi que souvent, quand on prend un peu trop d'avance dans un cycle, et ben en fait, on va avoir un temps de pause aussi un peu plus long pour se remettre un peu dans les bonnes temporalités, j'ai l'impression, pour ensuite repartir. Après, c'est pas une certitude et on peut très bien faire un cycle qui est différent en termes de temporalité que les autres, mais pour l'instant, depuis que Bitcoin existe, à chaque fois, en fait, on va pump voilà, une année bien prédéfinie, enfin l'année après le halving, et bear market 2 ans après le halving. C'est toujours la même chose. Donc là, c'est pour ça que je vous parlais d'une pause, voire une correction pour début d'année 2025. Et ensuite, ce serait pas étonnant d'avoir un cycle qui continue jusqu'à fin 2025. Donc une pause pour janvier, voire voilà, décale sur février, puis après, hop, ça repart progressivement. Donc ce qui s'est plus ou moins passé, et du coup, c'est pour ça qu'en décembre, j'avais commencé à prendre des profits, j'en avais parlé, j'avais pu récupérer pas mal de liquidités. Et le problème que j'ai eu, c'est que je m'attendais pas à une aussi grosse claque sur les altcoins. Et surtout, en fait, dès janvier, quand on a commencé à corriger sur les altcoins, et ben j'ai commencé déjà à recharger parce que je me disais, on ne doit pas être loin d'un bottom sur les altcoins. Et du coup, j'ai rechargé. Et en fait, je pense que j'ai rechargé trop vite. Et du coup, quand on s'est retrouvé à prendre l'énorme claque, là, il y a une semaine, et ben en fait, j'avais plus assez de liquidité pour recharger. Parce que je l'avais déjà utilisé avant voilà, pour recharger. Du coup, au final, je pense ce qu'il faut en tirer, c'est bon, c'est cool, je réussis à prendre des profits, mais la prochaine fois, quand je veux réinjecter sur le marché, et ben plutôt être patient et vraiment attendre une grosse claque de liquidation et un gros dip pour rentrer. Et si ce dip n'existe pas, c'est pas grave, je rentre pas et je garde de côté. Ensuite, tiens, on passe sur CryptoVic, les gars. Il y a eu tout un shitstorm, un drama énorme, les gars, en rapport avec ma copine CryptoVic et par rapport à moi ce week-end. Pas ce week-end, mais le 7 février, je crois, il y a quelques jours. Les gars, c'était abusé. J'ai vraiment vu ça. Vraiment, on s'est pris une shitstorm de l'enfer sur Twitter où tout le monde a commencé à nous agresser alors qu'il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis en avant ma copine en disant qu'elle avait proposé du contenu sur la crypto pour apprendre avec la commu, et en fait son but, et elle l'a expliqué dans sa chaîne YouTube, elle l'a expliqué, regardez, sur son Twitter c'est écrit j'apprends le trading avec vous, elle a expliqué sur YouTube qu'elle voulait partager ses analyses pour avoir vos retours, et ensuite pouvoir du coup débattre de ça, et avancer et apprendre plus vite en débattant avec la commu. Et c'est moi qui lui ai conseillé ça, et je vous le conseille à tous de créer du contenu, même si vous n'êtes pas un expert. On s'en fout, c'est pas grave. Vous êtes pas. L'objectif, c'est pas de tout connaître pour apprendre aux gens et faire une formation derrière. Non, le but, c'est de partager vos plans d'investissement, vos plans de trading, etc. et ce que vous faites pour ensuite avoir des retours de la commu et avancer plus vite et apprendre plus vite. C'est comme ça que ça marche. Et je comprends pas ce qui s'est passé. Il y a plein de mecs qui sont arrivés qui ont commencé à dire ouais, faites gaffe, ça va être le couple qui va vous arnaquer. Non mais trop drôle. Il y a des mecs qui ont dit ouais, elle a sorti une formation, elle va vous mettre plein de liens d'affiliation dans la gueule et tout. Les gars, vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, vous pouvez tout aller voir. Elle n'a jamais parlé de formation, elle sortira pas de formation parce que voilà, elle est pas apte à sortir une formation, elle n'a pas envie. Et surtout, elle n'a jamais sorti de lien sur quoi que ce soit. Elle a juste parlé de crypto et à aucun moment elle a parlé de formation ou de lien. Et en fait, c'est la même chose qui se produit qu'en début d'année, quand rappelez-vous, il y avait un gars qui était venu sur une vidéo et qui avait dit plein de conneries sur moi. Il avait dit que par exemple, j'avais fait du copy trading et que j'avais fait perdre toute ma commu et que je m'étais fait rect, alors que pas du tout, j'avais coupé le copy trading, on était à plus de 50%, et du coup c'était complètement faux en fait, c'était des mythos. Et là c'est la même chose, c'est-à-dire que t'as des gens, ils inventent des mensonges, et t'as plein de gens qui y croient. Et en fait du coup, pour rétablir la vérité derrière, ça prend beaucoup plus de temps que la création des mensonges qui sont faits, quoi. Donc ça c'est un peu chiant. Peut-être l'erreur que j'ai fait de mon côté, c'est que je l'ai peut-être un peu trop poussé en disant, voilà, allez voir sa chaîne, etc. Et je n'aurais peut-être pas dû le faire sur Twitter, mais juste sur YouTube.
Et surtout, je les poche, les gars, quand on est en baisse. Et ça, c'est le pire truc parce que quand le marché monte, bah, t'as zéro hater, tout le monde est content. Mais dès que le marché baisse, bah, t'as tout le monde, tous les mecs un peu vénères qui ressortent. Enfin bref, ça l'a pas découragée. Elle, de toute façon, elle connaît un peu ce milieu parce que ça fait plus d'1 an et demi qu'on est ensemble. Du coup, elle connaît via moi comment se passent les réseaux et en l'occurrence Twitter. Elle connaît aussi d'autres youtubeurs crypto qui sont potes avec moi et qui sont dans le même truc. Du coup, elle connaît déjà le sujet. Ça l'a pas du tout déchauffé. Au contraire, parce qu'elle a eu plein de bons retours positifs de gens aussi qui la défendaient et qui étaient en mode bah, c'est cool ce que tu fais et on a envie que tu continues. Du coup, elle a lancé sa chaîne YouTube dans la foulée. Donc, si vous voulez voir, les gars, n'hésitez pas sur YouTube, CryptoVix. Si vous voulez, je mettrai le lien de sa chaîne en description. Et du coup, voilà, elle a commencé à vous faire des vidéos pour parler des Fair Value Gap, etc. Et en vrai, il y a eu plein de commentaires sur YouTube qui étaient trop cool et qui allaient dans le sens de bah, que c'était une bonne idée de partager ses plans de trading, etc. et de vouloir apprendre en partageant du contenu. Et du coup, c'est exactement ce qu'elle cherchait, d'avoir des retours en commentaire qui parlaient de ça et qui donnaient leur opinion pour ensuite les utiliser, essayer de s'améliorer et apprendre des choses. Et elle m'a dit c'est trop bien parce que depuis qu'elle a lancé ces 2 premières vidéos là, et ben en fait elle a eu plein de retours de gens qui ont dit tu devrais regarder ça, tu devrais regarder cette pattern là, tu devrais utiliser plutôt cet indicateur là, ou voilà, tu devrais te pencher sur ce sujet de cette technique. Et en fait du coup elle a appris beaucoup plus de choses que ce qu'elle a pu faire comme recherche de son côté depuis plusieurs semaines sur sa stratégie. Et ça c'est exactement voilà, le but recherché et pourquoi je l'ai motivé à se lancer sur les réseaux et que je vous invite aussi à faire pareil. Et c'est vrai que Twitter, franchement les gars, je vous jure ça me dégoûte, mais vraiment c'est plus le Twitter que j'avais connu. C'est-à-dire qu'en 2020, 2021, quand je suis arrivé sur Twitter et qu'on partageait du contenu, c'est-à-dire que tu pouvais partager des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, qui n'étaient pas correctes, mais les gens n'allaient pas te défoncer pour ça. Ils allaient juste te rectifier et te dire pourquoi c'était pas bon, mais pas avec de la haine. Et là, en fait, ça a complètement changé depuis 2022. Je sais pas pourquoi. Je crois que le bear market, ça a traumatisé trop de gens. Et en fait, en 2021, je pense que ça a apporté beaucoup de gens. Et ça a porté en fait une nouvelle mentalité qui n'est plus la mentalité qu'il y avait avant 2021. Alors peut-être que je fais le vieux rabat-joie qui dit c'était mieux avant, mais ça a changé, je vous jure, ça a changé. Avant, j'avais vraiment l'impression qu'on était dans une commu, je parle sur Twitter, où on était dans l'entraide et essayer d'apporter de la plus-value aux autres. Et là, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus dans voilà, qui va dire une connerie, et vas-y, dès qu'il y en a un qui dit une connerie, ou dès qu'il y en a un qui dit quelque chose qui plaît pas, et ben on va tous se mettre sur lui et on va le défoncer. Et le but, c'est de faire le plus de drama possible. Alors sûrement, j'y participe, et je pense que c'est mon plus gros problème, c'est que je déteste trop l'injustice, et du coup, quand je vois des injustices comme ça, j'ai juste envie de défoncer tout le monde, quoi. J'ai envie de faire plein de tweets juste pour remballer les gens quoi, qui disent ça, et juste leur montrer à quel point ils sont stupides de faire ça. Sauf qu'en fait, ça marche pas, parce que t'as en face de toi des gens qui sont des trolls, qui sont là pour juste faire chier, quoi. Et qui passent toute leur journée à faire 50, 60 tweets par jour, et ils font que ça de leur vie. Et comme d'hab, c'est toujours le même profil de gens, c'est tout le temps des gens qui ont pas forcément accompli beaucoup de choses dans leur vie, je sais pas, mais en tout cas dans le business ou dans les cryptos, parce qu'ils ont autant de temps en fait à perdre, à donner leur énergie, leur temps à faire des dramas. Et au final, c'est toujours pareil, bah, les gens qui créent de la valeur et les gens qui pèsent parce qu'ils ont apporté la plus-value sur les cryptos, dans le business, dans différentes facettes de leur vie, et ben, ils vont jamais venir en fait dans ce genre de débat, ils vont jamais venir tacler des gens qui se lancent pour aucune raison, parce que déjà ils n'ont pas le temps et l'énergie à gaspiller là-dedans, et surtout, il n'y a aucune plus-value en fait à en sortir de ça, c'est que de la négativité. Et donc moi, mon plus gros problème, je pense, c'est que voilà, j'ai détesté cette injustice-là, du coup je suis toujours obligé de répondre. Et en fait, du coup, ça nourrit en fait les dramas comme ça et les gens qui sont négatifs comme ça. Parce que ce que veulent les gens, c'est que tu répondes, que ça te fasse un peu rager pour ensuite continuer voilà, à poster. Et en fait, je crois que je vais faire la technique Alan. La technique Alan, les gars, c'est je poste mon contenu, je fais ce que j'ai à faire et je réponds à aucune personne qui me provoque et je bloque les gens voilà, qui sont haineux, qui insultent et qui veulent apporter de la haine. Et je crois que je vais faire ça parce qu'en fait, mon problème, c'est que oui, je provoque en gros. Mais c'est même pas que je provoque, c'est juste que c'est réel en plus. J'ai vraiment vu les gars un documentaire Arte où en fait, ils sont allés à la rencontre des gens qui insultaient en fait sur les réseaux. Et en fait, c'est fou parce que les profils de ces gens, mais les gars, c'était des gens de 30-40 ans chez eux ou encore chez leurs parents qui n'avaient pas pu se développer et qui du coup nourrissaient une haine en eux qui devaient extérioriser sur les réseaux, quoi. Et ça fait de la peine à voir. Et en fait, au final, ça revient au même que les petits chiens qui gueulent dans la rue et qui sont comme des oufs parce qu'en fait, ils ont peur. Du coup, en fait, ils veulent se faire remarquer. Et en fait, c'est la même chose sur Twitter. Et moi, je l'ai vu aussi en vrai. C'est-à-dire que je pense que depuis que je fais les réseaux, j'ai dû rencontrer une bonne centaine d'abonnés. Alors, ça arrive pas souvent, mais quand je rencontre à chaque fois que des bonnes rencontres, que des gens trop cool et qui me remercient voilà, d'avoir apporté du contenu sur les cryptos. Et une fois, les gars, j'ai rencontré un gars qui m'aimait pas sur les réseaux.
Et je vois que quand je parle à ce gars, il est un peu gêné, etc. Et au final, il me demande de prendre une photo, etc. Donc voilà, avec plaisir. Et derrière, je demande son Twitter. Bon, il est un peu hésitant. Et il me le donne quand même. Et en fait, je m'aperçois que les gars, ils m'avaient complètement défoncé sur Twitter. Il y a genre une année de ça en arrière. Et que là, en fait, quand il me voyait dans la vraie vie, en fait, il était tout gentil. Il était grave cool avec moi. Et c'est juste que la représentation qu'on a, en l'occurrence sur Twitter, est différente de ce qu'est réellement. Et en fait, les gens sont très différents sur les réseaux et dans la vraie vie. Et que tous les mecs en fait qui vont vous défoncer si vous faites du contenu sur les réseaux, vous les voyez en vrai. Mais en fait, ils font pas les malins, ils savent rien. C'est en général des gens qui sont assez peureux et qui ont pas beaucoup de confiance en eux. C'est juste triste à voir, quoi. Et du coup, en fait, ce problème-là qu'on a et qui est quand même, je trouve, très français, parce que les gars, au niveau anglophone, il y a aussi ça, mais c'est pas aussi vénère. Et en fait, ça empêche les gens de se construire. Parce que là, par exemple, ma copine, il n'y a pas de problème parce qu'elle connaît déjà l'écosystème et du coup, elle sait que elle a rien fait de mal et que juste de la partager son avis, donc il y a rien de mauvais et qu'elle peut continuer. Mais par exemple, quelqu'un qui se lance comme ça et qui se prend un tollé comme ça de shitstorm dans la gueule sur Twitter, et en fait, il y en a plein qui vont abandonner ou il y en a plein qui vont même jamais se lancer en se disant ah, c'est trop chaud, j'ai trop peur de me faire tacler. Et du coup, ça empêche l'émergence de plein de personnes en fait qui pourraient apporter de la plus-value dans l'écosystème crypto. Et je trouve que cette mentalité-là, en fait, c'est la pire pour qu'on puisse faire évoluer notre écosystème. Et ce qui me rend encore plus triste, c'est que moi, quand je suis arrivé dans les cryptos, c'était pas comme ça et que ça a évolué depuis 2022, je sais pas pour quelle raison, de ce côté-là, mais surtout sur Twitter. Sur YouTube, c'est beaucoup moins le cas. Et aussi, ce que je trouve qui est horrible avec ça, c'est que, en fait, quand tu es de l'autre côté, et que, donc, comme moi, par exemple, ma position, et je suis créateur de contenu, et en fait, avec le temps, je pense que tu deviens inconsciemment beaucoup plus sur la défensive. Parce que la limite entre une critique constructive de quelqu'un et un haineux, et parfois elle est fine. Et en fait, parfois, une critique constructive, tu vas parfois la prendre comme un affront, comme quelqu'un qui te veut du mal, alors que pas vraiment en fait. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, ça empêche après de pouvoir emmagasiner plus de critiques et donc de plus évoluer. Et sur YouTube, par exemple, j'ai eu beaucoup de commentaires qui allaient que ça allait pas dans mes vidéos, dans mes analyses, dans plusieurs choses par rapport à ce que je faisais, mais qui était sans insulte, sans rien, et que du coup, qui est beaucoup plus agréable à, à prendre en compte, quoi, et à accepter que quand t'as un gars qui va juste te dire ton analyse c'est de la merde, FDP. Qu'est-ce que tu veux en tirer de ça? Bon, comme d'hab, après, il y a eu toute une grosse majorité de gens qui sont arrivés pour défendre ma copine par rapport à ça. Bon, après, l'avantage, heureusement, elle est pas moche parce qu'elle aurait pris trop cher. Il n'y a pas eu il y a pas eu trop de tacles sur son physique, heureusement. Parce que ça, je sais que pour une fille, ça fait assez mal. Et en fait, j'ai l'impression que c'est juste de pire en pire. Quand, par exemple, j'ai mis Alan en avant, Alan Trading à ses débuts, quand il s'est lancé sur les réseaux, et que je l'avais mis en avant sur ma chaîne Twitch, sur YouTube, sur Twitter, pour qu'il puisse avoir une première visibilité pour ensuite se lancer. Et il y avait déjà un peu ce truc-là, des gens qui allaient tacler Alan parce que ils disaient ouais, tu mérites pas, je sais pas quoi, ou alors ils allaient direct le critiquer sur des choses qu'il n'avait même pas encore faites, en fait. Et je trouvais ça déjà dommage à l'époque, mais là c'est encore pire. Là c'est vraiment encore un autre niveau, quoi. Et du coup je me dis putain, dans 2-3 ans en fait tu pourras, ce sera impossible de lancer quelqu'un et d'aider quelqu'un à se lancer parce que il prendra trop cher. Et du coup on n'aura plus aucune création de valeur qui sera faite et ce sera uniquement des rageux sur Twitter qui feront la crypto, quoi. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai l'impression de trop vous saouler en fait avec ce genre de drama parce que la plupart en fait voulaient juste avoir donc la valeur de mes vidéos que j'apporte, mes tweets, mais pas avoir ces trucs de drama. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cette injustice et moi chaque fois j'ai trop du mal à faire comme si elle n'existait pas et à la contourner. Et en fait je pense que il faut juste que je prenne de la maturité pour pouvoir être capable en fait d'encaisser ce genre de choses sans y réagir. Et au final c'est la meilleure chose à faire parce que ce genre de personne en face en fait elle attend juste une réaction pour pouvoir surréagir derrière. Et en fait, vu que toi, t'es en mode défensif et c'est toujours en mode attaque, en fait, tu trouveras toujours des trucs à dire, même si, t'as rien à te reprocher, quoi. Donc c'est dommage. Mais voilà, bon, j'ai décidé, les gars, sur Twitter, je vous promets, je vais plus répondre à qui que ce soit, bon, sauf quand, bien sûr, il y a des choses fausses qui sont dites, comme par exemple, on a eu sur le copy trading, ou je sais pas, par exemple, on va me dire, ça, j'ai encore vu, on me dit, ouais, Crypto Future a une formation qui vend à 4 000 euros. Les gars, j'ai pas de formation, je vois pas pourquoi les gens inventent ça. La formation qu'on avait sortie en 2020 a été fermée en 2022, donc ça fait déjà 3 ans. Mais bref, voilà, c'est comme ça, et je pense qu'au final, répondre à personne, ne pas répondre aux gens qui provoquent et juste poser son contenu, au final, c'est la meilleure chose à faire. Puis en fait, les gens, à force, ils arrêtent de te provoquer parce que ils voient que tu réponds plus et du coup, ça s'atténue avec le temps. Allez, c'est pas grave, on continue avec les altcoins. Tiens, j'avais plusieurs graphes, on nous a fait un tweet avec quelques graphes sur les altcoins, je vais surtout vous montrer celui-là qui est intéressant. En gros, vous avez ici en noir la courbe de BTC. En vert, vous avez donc les altcoins comprenant les altcoins sur ETH.
Donc tout ce qui est ETH avec le secteur des altcoins sur ETH, vous voyez, qui est en tendance baissière, qui fait que chuter. Et à l'inverse, si vous prenez tous les altcoins, mais en excluant le secteur du coup la narrative ETH, et ben en gros, vous avez plutôt des altcoins qui sont en train de monter. Et donc c'est assez paradoxal parce que d'habitude, en fait, ETH, c'est vraiment l'altcoin qui apporte l'altcoin season derrière et qui apporte tout ce mouvement des altcoins. Et là, en fait, on s'aperçoit que d'un côté, si tu enlèves ETH, tu as les altcoins en général qui sont plutôt en performance, ouais, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et que en fait, si tu mets ETH, c'est tout l'inverse, quoi. Donc bon, ça fait assez mal sur le Bull Run, surtout que la plupart d'entre nous en fait sont positionnés sur ETH parce que c'est quand même depuis longtemps, en fait, depuis 2021, 2022, 2023, c'était quand même la crypto qui était pas mal attendue pour ce Bull Run et qui au final fait pas grand chose. Mais on va en reparler là en fin de vidéo, vous allez voir d'ETH, c'est intéressant. J'avais un deuxième graphe à vous montrer aussi sur les altcoins, c'est, regardez ça, la différence de cycle, vous voyez, depuis qu'on a eu le halving ici et le halving qu'on a ici, donc en 2020 et en 2024. Regardez franchement comme le cycle est différent, c'est-à-dire quoi, entre le halving et par exemple mai 2021 et là, vous voyez, avril 2025, en fait, on n'a pas du tout le même cycle. Et c'est vrai que souvent, en fait, on dit ouais, les altcoins, ça pète au même moment, etc. Mais en fait, pas forcément. C'est-à-dire que 2017, c'est vrai que c'était assez particulier pour ceux qui ont connu, mais en gros, on a vraiment eu les altcoins qui ont pété à la toute fin. C'est-à-dire que l'altcoin season, on était genre à 97% de Bitcoin dominance jusqu'à la fin du bull run. Et c'est vraiment à la fin du bull run, je crois, si je dis pas de bêtises, vers novembre-décembre, c'est surtout décembre 2017, où on a eu une grosse altcoin season, en l'espace de 1 ou 2 mois, on a eu une énorme altcoin season qui s'est produite. Alors que 2021, c'était bien plus différent, où en fait c'est dès janvier, même plutôt février, mars, avril, où on a eu l'alcoin season, donc plutôt en début de cycle. Et là, actuellement, vous voyez, on a eu une sorte de mini alcoin season là, vers fin 2024, ensuite correction, et là, vous voyez, on repart, c'est assez étrange. Et du coup, actuellement, l'alcoin season qu'on vit actuellement pour ce cycle, on l'a pas connu en 2021, enfin, on n'a pas eu la même chose en 2021, on n'a pas eu la même chose en 2025. Donc, on va voir comment ça se déroule. Tiens, en parlant des altcoins, il y a Zero G Labs que je trouve intéressant. Alors c'est vrai qu'en ce moment, les gars, là, franchement, le listing d'altcoin, c'est tout un carnage. Mais il y a eu quand même Berachain qui a été pas trop mal, qui a fait un beau listing à plusieurs milliards. Mais derrière, bon, c'est vite retombé, le token est vite retombé, forcément, les gens récupèrent leur liquidité. Et là, franchement, dans toutes les prévisions que j'ai fait, la plupart, je les ai un peu laissés tomber parce que j'ai l'impression que même si tu as un putain de projet derrière, ça n'a jamais vraiment marché, c'est super compliqué. Et là, Zero G Lab, je pense que ça peut être l'un des seuls projets qui pourrait performer là s'ils font leur listing. Donc à voir, gros projet derrière. Et on pourra être listé là, je crois, c'est dans le mois que ça arrive, en février. Perso, j'ai pu rentrer avec une alloc dessus en temps privé, donc je suis refait. Mais derrière, j'ai genre un pourcentage de tokens, je crois que j'ai 35% des tokens qui sont débloqués au listing. Mais après, j'ai 1 an de cliff, les gars. Ça prend 1 an, mes tokens ne vont pas être débloqués. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, tout le monde, je crois, ses tokens bloqués pendant 1 an. Donc en fait, pendant tout le bull run, il n'y aura pas de pression vendeuse énorme qui va arriver sur le token. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Allez, on finit avec un petit graphe sur TechDev qui nous montre, donc c'est un indicateur de momentum aussi, enfin un oscillateur ici, où il nous montre un peu la récurrence. On fait à chaque fois, on fait le point vert au niveau de la courbe jaune, orange qui descend, ensuite le top au niveau rouge, vous voyez de nouveau juste avant le bull run ici en vert, le top en rouge de nouveau, pareil, vous voyez, top en rouge, hop. Et là, on reproduit en fait le bottom qu'on a ici au niveau de la courbe orange, qui est en général, vous voyez, le signal du début du bull run, enfin pas début du bull run, mais ouais, on n'est pas rentré en fait dans la phase rouge, qui est la phase rouge, la phase de accélération de bull run, qui s'atténue un peu avec le temps. J'ai l'impression qu'elle est moins en moins longue, mais pour l'instant, on n'est pas arrivé encore dans cette phase rouge par rapport à cet oscillateur. Allez, on passe un peu sur les datas. On a 227 millions de liquidations en 24 heures, c'est pas trop mal. Surtout pour, vous allez voir les bougies qu'on a fait là sur les derniers jours, qui sont assez légères, quoi. La liquidation IMA, après ça, à court terme en 24 heures, c'est ultra volatile. Là, on a Bitcoin qui a 97 000, qui a fait un bottom vers les 94 000. Si on dézoome un peu, regardez toutes les liquidations qu'on a au-dessus de notre tête, là, jusqu'à 110 000, c'est vraiment important. Donc en fait, on a éventuellement un short squeeze à aller chercher et à aller liquider en cascade tous ces shorts en fait pour former du coup un short squeeze. Mais le problème derrière, regardez, c'est les murs d'achat, c'est les murs de vente plutôt. C'est-à-dire que à la fois, on a beaucoup de liquidités qui puissent nous permettre, dans toute cette zone jusqu'aux 110 000, on a beaucoup de liquidités, donc beaucoup de shorts qui sont positionnés. Donc ça va être à la fois simple pour le cours d'aller liquider tout ça et de faire une cascade de liquidation pour les shorts, donc un short squeeze. Mais à la fois, on a des zones de vente devant nous qui sont balèzes. C'est-à-dire que là, vous voyez déjà, juste sur les 100 000 $, on a 285 BTC, là on a 250 BTC, on en avait même 420, 540, vous voyez, juste avant. Donc ça peut revenir, c'est-à-dire que le cours, quand il va remonter, on peut avoir de nouveaux ordres de vente qui se posent et on peut remonter à 400 BTC, c'est pas impossible. Et surtout, regardez vers les 105 000 $, les gars, on a pratiquement 400 BTC qui nous attendent. Et sur les 110 000, c'est toujours pareil, il y a 600 BTC. Donc il y a beaucoup de BTC en ordre de vente qui sont positionnés. Donc en fait, pour absorber ça, il va falloir une grosse force acheteuse. Et du coup, ça peut venir par le short squeeze que je vous ai montré juste avant. Donc là, en fait, on risque d'avoir une belle bataille. Franchement, on risque d'avoir une belle bataille et ça peut clairement se faire dans cette semaine parce que voilà, c'était très calme la fin de semaine. Là, on a en début de semaine, donc on a vraiment tout pour apporter la volatilité et essayer de remonter en haut de ce range.
Bon, sur TradingView, vous voyez, regardez les bougies. Non, franchement, les gars, qu'est-ce que c'est que ces bougies? Non, regardez ça. Boum, boum, boum. On a eu 4 bougies identiques. Vraiment, la clôture daily, exactement au même point. Quand on a juste eu un peu de volatilité au niveau des mèches. On a la bougie d'aujourd'hui, du coup, de lundi qui se réveille un peu. Donc, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était la compression qu'on a au niveau du ruban. Vous voyez, le ruban, il se situe juste au-dessus de nous, vers les 99 000 au 97. Et là, en fait, on arrive dedans. Et donc, on va avoir la compression de ce ruban qui est en train de se faire. Et en fait, c'est souvent dans ces moments-là qu'on va essayer de passer le ruban quand vous voyez, il est au plus fin, comme ça, et qu'il est bien compressé pour le passer. Regardez, on le voit par exemple, vous voyez ici, où boum, il se compresse pas mal, on passe au-dessus, et après, hop, on décolle. Donc voilà, là, on va avoir une belle bataille qui va se situer là déjà dans la partie des 99 000, et ensuite jusqu'aux 105 000, on va avoir une énorme bataille là avec les liquidations des shorts et aussi les ordres de vente qui sont assez importants. Au niveau du MACD, je vous ai déjà montré, mais ça, on a du coup en weekly le creusement bearish qui est en train de se faire depuis 2 semaines, et le RSI que je voulais vous montrer en mensuel, alors très très long terme. Ouais, le RSI, on peut le regarder en weekly, on peut le regarder en 2 weekly, mais on peut le regarder aussi en mensuel. Et là, c'est hyper intéressant, parce que quand vous l'avez en mensuel comme ça, le RSI, on voit très bien qu'en fait, à chaque fin de cycle, on vient chercher ce niveau-là très très haut vers les 85, 90. Et en fait, on peut tracer une trend comme ça qui est vraiment, vraiment, vraiment cool et qui nous montre à chaque fois, vous voyez, regardez, on vient ici toucher, on est au top du bull run. Pareil, top du bull run ici, vous voyez, on vient toucher les deux en plus. Hop, 2017, top du bull run, pareil, on vient toucher. Là, pareil, on vient toucher en 2021, top du bull run. Et ouais, actuellement, on est vers les 70, donc on a vraiment de la marge. On a eu la première montée ici, hop, qui a bien corrigé. La deuxième montée de novembre-décembre, qui de nouveau est en train un peu de corriger. Et le but après, c'est de faire une dernière grosse montée, vous voyez, qui peut monter ici. Et en fait, dites-vous que plus le RSI monte haut, plus le cours en fait va monter haut aussi en termes d'amplitude en fait, parce que plus tu montes haut dans les 80-90, plus ça devient compliqué pour le RSI de monter, donc plus le cours doit monter fort pour que le RSI monte. Et donc là en fait, un RSI qui remonte en mensuel, vous voyez, vers les 90 et qui revient par exemple vers ce niveau-là, hop, et qui corrige, juste ce mouvement-là sur le RSI mensuel, ça permettrait au moins de monter, je pense, à 150 000, 200 000 dollars sur BTC. Donc on a encore un peu de marge, et ça c'est vraiment un indicateur que je regarde pas mal. Donc quoi, pour BTC, pas grand chose d'autre à dire, à part que voilà, tant qu'on reste dans cette box des 105 000 au 92 ici, 90, on reste dans cette zone de range, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai que les altcoins sont un peu malmenés parce que même si on est dans cette zone de range, on parle des grosses corrections sur les altcoins comme on l'a vu. Mais Bitcoin, tant qu'il est dans cette zone-là, on est toujours dans une consolidation pour essayer de casser ça plus tard vers le haut. Voilà pour ça. Au niveau des altcoins, tiens, j'en ai quelques-uns à vous montrer. Cookie, les gars, boum, plus de 30%. Bon, comparé à la baisse qu'on a pris, il y a de la marge. Mais vous voyez, Cookie, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être intéressant parce qu'il est revenu, vous voyez, sur sa zone de listing qu'il avait eu ici, vous voyez, à l'époque. Et en gros, c'était une zone de donc son ancien ATH qui avait là, où on avait buté un peu dessus. Et ensuite, la grosse correction et on revient quasiment dessus. Donc, c'est intéressant. Et vous voyez, Cookie fait vraiment partie du secteur des agents IA qui permet de. Voilà, c'est un peu un site qui te permet de visualiser un peu tous les agents IA qui sont créés et ce qui se passe en fait dans le domaine, dans le narratif. Et du coup, il avait extrêmement bien performé là quand le narratif était à fond. Et oui, là, du coup, il a forcément très corrigé par rapport à la hausse qu'il a fait, mais ça reste très correct et je trouve que la dynamique est très saine. C'est-à-dire qu'on a une très forte correction, on a une correction qui est souvent, rappelez-vous, proportionnelle un peu à la hausse qu'on a eue. Souvent, quand on a une correction dans ce style, quand on a une montée dans ce style, on a une correction qui va à peu près à moitié, voire 3/4 maximum de la montée pour ensuite former un bottom et puis ensuite, boum, repartir. Et là, ce qu'on est en train de faire, ouais, on est très fortement monté. Là, on arrive quasiment à la moitié à peu près de la hausse qu'on a fait. Et là, on commence éventuellement à poser un bottom pour ensuite construire une nouvelle tendance et boum, repéter à la hausse. Donc ça va être intéressant à suivre. Je suis persuadé que Cookie refera un plus haut que ce qu'il a fait ici au mois de décembre. Et on en a d'autres aussi qui sont dans ce style. On a Supra, ouais, pareil, qui a fait une très belle perf, qui est bien redescendu et qui est là pour refaire une belle perf derrière au niveau des oracles. Ça, c'est super intéressant. On a Unkslink aussi, qui enfin a commencé à finir de corriger. Parce que lui, rappelez-vous, là vraiment, listing, boum, range, ça pète, correction, ça range, ça pète, correction, ça range, ça pète, c'est toujours la même chose. Et là, j'ai l'impression qu'on est arrivé sur la fin de cette correction au niveau du dernier mouvement qu'on a fait ici. Et on est vraiment sur une vieille zone de range ici qu'on avait à ce niveau-là, qu'on était revenu tester là, qu'on était revenu tester la dernière fois, où je m'étais fait sortir d'ailleurs avant de mon trade, avant de décoller. Et là, on revient sur cette zone qui est, je pense, une zone de bottom intéressante pour ensuite poser notre bottom. Il y avait lui, il y avait aussi, tiens, ATR. Alors ATR, il est vraiment... C'est déplorable parce qu'en weekly, on avait quand même un canal là qu'on voulait tenir et qui était pas trop mal. Et malheureusement, oui, c'est pas passé. On le voit au niveau des lignes, paf, paf, là on vient de clôturer en dessous en weekly. Donc maintenant, bon, on peut enlever ça. Ce qui est important avec ATR, c'est repérer en fait donc les divergences qu'il peut nous faire. Parce que souvent, on remarque que quand on a une divergence haussière, et en fait, c'est son bottom avant de décoller. Divergence haussière, vous voyez, pouf, il décolle. Alors, c'était pas le bottom, mais pareil, il a décollé aussi. Et inversement, quand il y a une divergence baissière, vous voyez, il les matérialise très bien. Et en gros, on a eu la même phase ici où on était monté très fort. Correction, hop, quand on arrive à la fin de la correction, boum, on repète. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on est à peu près dans le même schéma où on est monté très fort,
correction. Le but va être de poser petit à petit un bottom, éventuellement dans une divergence comme ça, pour ensuite, boum, repartir. Pareil Ether, je le vois vraiment pour ce bull run au moins atteindre son ATH avec la narrative RWA derrière qui pourrait être dans les premières à repartir quand le secteur des altcoins repart. Donc à surveiller. Et un petit dernier qui a bien marché là, c'est IMO. Je l'avais montré les gars dans la dernière vidéo ici. On a fait un bon 40% et depuis le bottom là qu'il a fait, on a fait un bon 72%. 33 millions de market cap. Je crois que le top est à 4 $, donc on doit être vers les 50 milliards, 50 millions de market cap. Donc il y a encore un peu de marge, mais il y a eu sur leur site IMO, sur leur Twitter IMO, ils ont annoncé que le 13, il va y avoir une grosse annonce. Donc je sais pas ce que c'est, ce sera peut-être une nouvelle villa ou je sais pas, quelque chose comme ça, mais ça va être sûrement une bonne news pour qu'ils le teasent comme ça. Et du coup, le marché anticipe un peu ça sûrement, et du coup, il commence à monter. Donc jusqu'au 13, il y a moyen qu'on continue à monter en anticipant la news. Après, suivant la news qui va tomber, à voir comment va réagir le marché, s'il va être plutôt en mode sell the news ou s'il va bien la prendre et encore plus péter. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et je vous en avais parlé quand on était dans cette zone de bottom ici, que j'avais l'intention de recharger IMO, mais que vu que j'avais plus de liquidité, je pouvais pas trop, donc j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave, il y aura sûrement d'autres moments pour rentrer. Et là aussi, IMO, du coup, RWA, un peu comme ATR, donc ça peut être intéressant dans le fait que ça peut être dans les premières narratifs à répéter quand les altcoins vont repartir. Je finis avec le commentaire du jour de G1Zon95, je sais pas comment on prononce, je pense que l'ETH va surprendre beaucoup de monde quand il va décoller et les gens vont regretter de les avoir vendus. Super intéressant comme commentaire. Alors, on en parlait déjà tout à l'heure sur Twitter et je t'ai dit que j'en reparlerai en fin de vidéo. En gros, ETH, j'ai l'impression le gros problème qu'on a sur ETH, et le problème d'ailleurs de la plupart des tokens, c'est que le hype et la vision qu'on a d'un token et d'un projet est extrêmement lié par rapport au prix du token. C'est-à-dire que si le prix du token se porte bien et qu'on est plutôt sur un prix élevé, tout le monde va dire ouais c'est incroyable, c'est sûr que c'est bien parce que ça, et on va sortir toutes les bonnes raisons de pourquoi c'est un bon projet. Et quand vous avez le token qui performe pas trop comme on a actuellement sur ETH, et en fait vous avez que les mauvaises raisons qui sortent sur le projet Ethereum et vous n'avez pas le positif qui en ressort. Bon, ça c'est un peu le problème de toute façon de la plupart des projets et des tokens qui y sont liés. Mais c'est vrai que ETH, en fait j'ai l'impression ce qui s'est passé, c'est que de base ETH de 2017 jusqu'à 2021, c'était vraiment le token, l'altcoin le plus supporté par la communauté, l'altcoin qui était le plus attendu par la communauté et qui fonctionnait le mieux parce que il était dans les mentalités, j'ai l'impression, de l'époque dans les cryptos. C'est-à-dire qu'il avait ce côté décentralisé, ce côté sécurité que les autres blockchains n'avaient pas forcément. La mentalité un peu ancienne dans la crypto que les anciens dans la crypto kiffent. Et en fait, j'ai l'impression que la mentalité dans les cryptos de 2010 à environ 2020, je dirais, c'était très en mode on aime la décentralisation, on aime le fait que ce soit full sécurité, on aime que ce soit pas trop des gènes. Les meme coins n'avaient pas d'importance en fait avant 2021. Vraiment, on n'y prêtait pas attention. Et en fait, j'ai l'impression que depuis le cycle de 2021, les mentalités ont changé. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça a changé et on est passé plus sur une mentalité de on s'en fout un peu de la sécurité et de la décentralisation. Nous, ce qu'on veut, c'est de la rapidité, de l'efficacité, full transaction, pas cher, la scalabilité et ce genre de choses. Et du coup, en fait, les blockchains comme Solana, qui sont beaucoup plus rapides et efficaces, mais qui sont moins centralisés, mais qui sont plus centralisés, moins sécurisés, ont pris beaucoup plus de place en fait dans l'écosystème. Et au final, aujourd'hui, un ETH qui est plus lent, plus cher, elle va être beaucoup moins utilisé par les utilisateurs qui ont une nouvelle mentalité par rapport à avant. Et donc en fait, c'est pas que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que ça a changé. Et Ethereum, je pense qu'ils peuvent se rattraper en fait. Mais le problème qu'ils ont, c'est que c'est une énorme machine. C'est-à-dire que vraiment, il y a plein de trucs greffés à Ethereum. Du coup, c'est tellement une grosse machine que pour qu'elle soit flexible dans ses mises à jour, pour qu'elle soit flexible dans les décisions à prendre, pour qu'elle soit flexible dans le fait de changer un peu sa blockchain et s'adapter à ce que veulent les utilisateurs, ça prend énormément de temps et c'est très compliqué à faire. Et du coup, ça fait que le blockchain est un peu mis de côté, quoi. Alors qu'un Solana, par exemple, il va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et facile à changer et à s'adapter. Et du coup, ça va faire que le marché va plus à privilégier. Donc voilà, à la fois, à chaque fois qu'on a voulu enterrer Ethereum, en fait, il est toujours ressorti vainqueur, il a toujours réussi à ressortir la tête de l'eau. Mais à la fois, c'est vrai que on a ce côté-là où Ethereum est un peu comme la vieille blockchain qui a extrêmement marché à une période, mais qui n'est plus forcément adaptée au marché actuellement, quoi. Et il y a juste à le voir au niveau des meme coins. C'est ce que j'expliquais juste avant, là. C'est que les meme coins, les gars, avant 2021, il n'y avait aucune attirance, en fait. Il n'y avait aucune utilité à aller mettre de la capitalisation sur les meme coins. C'est-à-dire qu'il y avait Dogecoin qui existait depuis 2014, mais il n'avait pas beaucoup de capitalisation. Et en fait, tu n'avais pas d'autres meme coins, tu n'avais pas tout ce secteur-là.
depuis 2021, et bah, c'est vraiment la commu est vraiment passée de, j'ai l'impression, on veut la décentralisation, on veut de la sécurité, on veut apporter des nouvelles révolutions technologiques dans les cryptos, à on veut faire un maximum de performance, peu importe les façons, voilà, même coin, tête de chien, peu importe, voilà, on fout tout dedans et puis on voit ce que ça donne. Et moi, je suis pas contre ou je suis pas pour non plus. C'est-à-dire que juste, bah, je m'adapte en fait par rapport à ce qui se passe. Mais c'est peut-être pour ça aussi que je suis en train de me dire que les mentalités, par exemple, sur les réseaux et surtout sur Twitter, a changé. Et en fait, avant, on avait plus des gens qui étaient matures et qui étaient plus sains d'esprit et qui n'étaient pas dans l'agressivité, mais plus dans des critiques constructives. Parce qu'on avait cette mentalité-là de gens qui étaient là pour les performances, mais aussi pour voilà, investir dans des évolutions technologiques dans les cryptos. Et aujourd'hui, bah, vu qu'on est passé sur uniquement de la performance et peu importe les moyens, avec des têtes de chien, avec les mêmes coins, etc., et ben en fait, ça a pu s'apporter des gens qui n'ont pas la même mentalité. Donc je pense que ça a dû jouer aussi. Enfin bref, voilà pour ça. Comme d'hab, n'hésitez pas à passer l'inscription. Vous avez Bluffin, vous avez ZoomX si vous voulez tester le trading. Bluffin sont assez chauds, là, ils vous font une campagne de bonus qui est plutôt cool. Je vous mettrai aussi le lien de la chaîne YouTube de ma copine si ça vous intéresse d'aller voir. Et sinon, mis à part ça, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et je vous dis à plus. Ciao!